Ce webinaire est donc organisé par la Chambre d'agriculture d'Alsace et en partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace. Moi, je suis Camille Almeida Rougeau, conseillère forestière à la Chambre d'agriculture. Le webinaire, donc il y aura plusieurs personnes qui vont intervenir, donc notamment Emmanuel Planchon et Audrey Handwerk, qui font partie du service foncier, agriculture et sylviculture à la collectivité européenne d'Alsace. Par la suite, on dira CEA pour que ça soit plus rapide pour nous. Et il y aura aussi donc Samuel Yel, mon collègue de la Chambre d'agriculture, qui interviendra aussi sur ce webinaire. Moi, c'est Anne-Vère Caudray, donc du service foncier agriculture sylviculture de la CEA et ma collègue du même service. Oui, Emmanuel Planchon. Alors, on va tout d'abord aborder le contexte et vous présenter ce nouveau dispositif. Les ESIF, donc c'est une compétence en fait en aménagement foncier, donc une compétence de la CEA. Les ESIF, donc c'est des échanges concertés d'immeubles fonciers forestiers. C'est une procédure donc d'échange amiable d'immeubles ruraux et CIR qui peuvent se faire donc en forêt privée. Ces échanges, on peut leur adjoindre des cessions de petites parcelles forestières. Alors, l'objectif de ces ESIF, c'est en fait de regrouper et d'exploiter de manière durable les forêts qui sont, comme vous le savez, très morcelées en Alsace, sans les grever de lourdes charges, enfin de charges liées aux mutations, donc en gros sans qu'il y ait de frais notariaux élevés. Alors au niveau de la CEA, tout d'abord, avant la fusion des deux départements, pour le département 67, on a démarré ce dispositif. On a donc déjà étudié le code rural, on a préparé donc cette démarche, on a préparé des formulaires de demande, on a essayé de voir comment on pourrait travailler au niveau du livre foncier, tout cela à partir de fin 2017. Et on a commencé les premiers dossiers à l'automne 2019 sur 4 communes pilotes, donc en Vallée de la Bruche et en Val-de-Villers, Dieffenbach-Oval, Neuf-Église, Saint-Pierre-Bois et Salles. Pour le département 68, la démarche a commencé en janvier 2020 et lors de la fusion donc, des deux départements, on a donc, ouvert le dispositif des ESIF pour l'ensemble des communes alsaciennes à partir de janvier 2021. On va maintenant détailler ce dispositif. C'est un outil, comme on vient de le dire, qui permet de restructurer et de regrouper les parcelles forestières. Donc, le but, c'est bien sûr de maintenir la destination forestière et de regrouper ces parcelles forestières, d'essayer de réunir les parcelles mitoyennes en fusionnant donc, les numéros de parcelles pour faire plus qu'une unité qu'une seule parcelle, chaque fois qu'on a 2 parcelles donc, qui sont fusionnées. Et donc, le but, l'objectif, c'est de résorber le micro-parcellaire de toutes ces petites parcelles privées et bien sûr de ne pas démembrer ce que l'on vient de regrouper. Donc, l'idée, c'est que si on regroupe des parcelles, ce n'est pas pour dans quelques années les rediviser pour en refaire des petits lots. Donc, au contraire, d'agrandir au fur et à mesure pour faire des unités de gestion forestière assez grandes pour être facilement gérables. Augmenter cette unité de gestion et également garantir au niveau de ces forêts, la gestion durable de la forêt. Ce que l'on demande lorsque l'on fait cette démarche, c'est que ces parcelles soient inscrites dans un document de gestion durable, soit qui existe déjà au niveau donc, du propriétaire qui vient d'acheter, soit que celui-ci crée un nouveau document de gestion durable. Cession de parcelles, donc ces ventes qui se font, vont se faire sous seing privé et donc sans acte notarié, parce que c'est nous qui allons gérer les écritures et l'inscription au niveau du livre foncier. Donc, il n'y aura pas de frais de notaire. Alors, les conditions pour bénéficier du dispositif. Alors, il y a des seuils, à savoir pour le vendeur, il y a des plafonds à respecter. Donc, le vendeur ne doit pas vendre plus pour un montant de plus de 7 500 € et pour une surface supérieure à 1,5 hectare. Ça, c'est les premiers seuils qu'il faut respecter. Ensuite, donc, le vendeur va céder une ou plusieurs parcelles forestières et donc vendre sous seing privé ces petites parcelles donc à l'acquéreur. L'acquéreur donc aura une unité de gestion qui va être agrandie et donc plus intéressante au niveau de la gestion forestière. Les parcelles qui sont échangées ou cédées doivent être soit donc contigu aux propriétés de celui des échangistes ou de l'acheteur, parce que bon, je parle beaucoup des achats, mais on peut aussi échanger des parcelles. Donc, contigu au niveau donc,
de l'échangiste ou de l'acheteur qui donc achète ces parcelles. Également, une condition, donc soit contiguë, soit au moins être dans la même commune ou au niveau d'une commune limitrophe de celle de l'acheteur. Donc, plutôt que de longs discours, on a mis un petit schéma qui illustre le propos. Donc, on voit dans le premier schéma qu'on a 2 parcelles contiguës donc entre vendeur et acheteur, donc qui montre bien que là, on va augmenter l'unité de gestion. Et dans le deuxième cas, on n'est pas contigu, mais on voit que l'esprit, c'est quand même de créer à terme une unité de gestion en essayant d'acheter plus ou moins, si on peut, les parcelles donc, qui sont tout près de l'acheteur, d'essayer vraiment de compléter pour faire une unité de gestion viable et intéressante. Donc, dans le cadre des ESIF, donc le droit de préférence ne s'applique pas. Si la parcelle est riveraine d'une forêt communale ou domaniale, la commune concernée ou l'État peut faire valoir son droit de préemption. Alors, le dispositif ne s'applique pas dans 3 cas. Tout d'abord, si la parcelle mise en vente est grevée d'une hypothèque. Donc, dans ces cas, on ne fait pas d'ESIF. C'est essentiellement fait pour des cas simples. Donc, si la succession n'est pas réglée, pareil, on ne fait pas d'ESIF. Et si la parcelle fait partie d'un espace naturel sensible ou de sa zone de préemption. Donc, dans tous les cas, si les dossiers présentent une trop grande complexité, ils seront étudiés au cas par cas. C'est comme dit, on n'est pas notaire, donc on prend vraiment que les dossiers qui ne sont pas trop compliqués. Alors, les étapes clés de l'instruction des ESIF. Donc, tout d'abord, en amont, il y a une animation qui est faite en vue de faire émerger donc, des dossiers avec des acheteurs et des vendeurs intéressés et voir également l'intérêt du projet forestier. Donc, avec l'aide de l'animateur forestier, l'acheteur et le vendeur préparent un dossier ESIF qui est constitué de fiches de renseignement, d'engagement, mais également de différentes pièces à fournir. Ensuite, l'instruction du dossier ESIF se fait par les services de la collectivité européenne d'Alsace après vérification donc, des actes de propriété donc, au livre foncier et des différentes pièces qui constituent le dossier. Donc, les pièces, ce sont généralement la copie du contrat de mariage et l'extrait d'acte de mariage datant de moins de 3 mois. Et des fois, d'autres pièces peuvent être demandées s'il y a des cas de divorce ou de décès. Mais là, je rappelle encore que la succession doit être réglée. Ensuite, c'est lors de la signature des actes par le vendeur et l'acheteur que le chèque sera remis donc, au vendeur. Ensuite, l'acte est également signé par le président de la CEA et également par le président de la commission départementale d'aménagement. C'est donc nos services de la CEA qui vont réaliser l'enregistrement des mutations au livre foncier et qui vont faire enregistrer l'acte par le service de l'enregistrement du service des impôts dans un délai d'1 mois, sans frais pour le propriétaire. Ensuite, en dernier lieu, viendra la transmission du numéro du document de gestion durable et la fusion des parcelles si elles sont contiguës. Alors, un petit tableau pour récapituler les engagements et de l'acheteur et du vendeur. Donc, l'acheteur s'engage à être solvable, donc lors de la signature de l'acte, et le vendeur, lui, va s'engager à ne pas modifier le peuplement sur la parcelle concernée entre la signature de l'acte et l'inscription au livre foncier. Donc, 1 an après l'inscription au livre foncier, l'acheteur doit fournir le numéro du document de gestion durable et donc réaliser la fusion des parcelles comme c'est préalablement. Sur une durée de 10 ans, l'acheteur s'engage à maintenir la destination forestière, à ne pas démembrer l'unité de gestion et à suivre le document de gestion durable. Donc, pour terminer mon intervention, voici quelques chiffres clés pour l'année 2021 qui concernent les dossiers d'actes de vente que nous avons signés. Alors, dans le département du Bas-Rhin, nous avons signé 51 actes et dans le département du Haut-Rhin, 72 actes, ce qui fait 123 actes pour l'ensemble de l'Alsace. Donc, dans le département du Bas-Rhin, c'était 86 parcelles qui étaient concernées par les ventes et dans le département du Haut-Rhin, c'était 140 parcelles. Les surfaces moyennes étaient, quant à elles, quasiment identiques et proches de 13 arts, avec un prix moyen également quasiment identique de 50 € l'art.
AR. Les surfaces totales que représentaient ces ventes étaient de 987 AR pour le Bas-Rhin, avec un montant total proche de 50 000 euros. Dans le département du Haut-Rhin, c'était une surface de parcelles vendues de 1810 AR, avec un montant total de proche de 88 000 euros. Je vais passer la main à mon collègue. Bonjour à tous, donc Yael Samuel, conseiller forestier de la Chambre d'agriculture. Donc je vais vous présenter effectivement les quelques exemples concrets de ce qui a déjà été vu au niveau du dispositif ESIF. Voilà un exemple de ce pourquoi l'ESIF n'est pas fait. On est bien, comme l'ont précisé précédemment Audrey et Emmanuel, sur un dispositif qui est là pour améliorer le foncier forestier. Donc l'objectif n'est pas d'ouvrir le paysage ou de racheter des parcelles qui passeraient dans des vocations agricoles ou pastorales. Alors là, vous avez un exemple de rachat de parcelles qui, comme vous le voyez, sont passées d'un état forestier à un état de prairie, donc suite à une coupe rase. Donc là-dessus, c'est effectivement ce pourquoi le dispositif n'est pas fait, et on veillera bien évidemment, que ce soit la CEA ou la Chambre d'agriculture ou le CNPF, on veillera à ce que les projets concordent bien avec les vocations forestières qui sont celles de l'ESIF, et on ne fera pas passer de dossier pour des projets de ce type. Donc maintenant, concernant les parcelles grévées d'une hypothèque, donc encore une fois, Emmanuel et Audrey en ont parlé précédemment. Il peut arriver que dans le cadre de transcription de parcelles, dans le cadre d'un héritage, parfois les héritiers ne sont pas au courant du fait qu'une parcelle soit grévée d'hypothèque. C'est déjà arrivé. Malheureusement, nos collègues de la CEA vont s'en rendre compte lors de l'instruction du dossier auprès du livre foncier, et à ce moment-là, le dossier ne passera pas. Donc, encore une fois, voilà, on est sur un cas où il ne sera pas possible de passer par un ESIF. Il faudra régulariser l'hypothèque ou passer par un notaire. Alors à présent, une carte d'un projet qui nécessite un peu une évaluation de la part soit du CNPF, soit de la Chambre pour évaluer un petit peu la pertinence de la demande. Donc vous voyez, comme on retombe un peu dans ce qui a été présenté précédemment, les parcelles initiales de l'acquéreur qui sont en vert, les parcelles qui font l'objet d'une demande ESIF, qui font l'objet d'un dossier. Donc, on a la parcelle en haut qui est accolée, qui, elle, rentre tout à fait dans le cadre de l'ESIF, il n'y a pas de souci. On a des parcelles qui ne sont pas du tout contiguës, qui ne sont pas non plus dans le même secteur tout à fait en bas. Alors là, dans ce cas de figure-là, on ne va pas refuser un dossier comme ça, mais ça nécessite quand même une analyse préalable. Vu qu'on est sur un dispositif qui privilégie quand même l'agrandissement des unités de gestion, on va peut-être au préalable chercher à savoir si pour les parcelles du bas, il n'y aurait pas un acheteur voisin contigu ou au moins un peu plus près qui serait disposé à racheter ces parcelles avant de les céder à l'acquéreur en vert. Et ma foi, si aucune personne malheureusement ne se déclare acheteur pour ces parcelles qui sont un peu éloignées, on débloquera à ce moment-là le dossier pour l'acheteur en vert. Donc à présent, voici un plan d'un dossier, de plusieurs dossiers qui ont déjà été réalisés. Donc vous voyez des parcelles en jaune, ça c'est les parcelles initiales d'un acheteur. Donc vous voyez que c'est plusieurs unités de gestion, on va dire, un peu étalées sur un massif. Et donc cet acheteur, grâce au dispositif ESIF, petit à petit cherche à combler ses enclaves, cherche à agrandir ses unités et à créer quelque chose de plus cohérent. Donc c'est effectivement ce pourquoi l'ESIF a été mis en place. C'est ce qu'on essaye de privilégier, donc l'agrandissement d'unités de gestion et le rachat de parcelles contiguës. Donc là, on est bien avec ce type de parcelles dans ce dispositif. Voilà, donc je pense que vous avez à peu près compris l'idée. On va sans doute passer maintenant aux questions. Je vois qu'il y en a déjà eu dans le chat. Donc, écoutez, on vous écoute. Merci aux intervenants, intervenantes
Et donc, en effet, là, on va passer aux questions. Donc, il y a une première question. Donc, est-ce qu'une commune peut être l'acquéreur hors droit de préemption? Donc, concernant les ESIF, ce sont des actes sous seing privé qui concernent les personnes privées. Donc, c'est vrai que les communes peuvent faire des actes administratifs pour acquérir des biens. Maintenant, je ne suis pas spécialiste des actes administratifs communaux, donc j'avoue que si c'est si c'est pas dans le cadre de la préemption, je verrai c'est possible, mais en tout cas, nous, on agit qu'au niveau de 2 personnes privées. Alors, une autre question à laquelle je vais peut-être pouvoir répondre directement. Donc, comment fait-on si on ne connaît pas les propriétaires des parcelles voisines? Donc ça, en effet, c'est une donnée qui est disponible au niveau sur le cadastre, et vous pouvez directement soit aller à la mairie de la commune où se trouve la parcelle pour leur demander qui est propriétaire. Les mairies sont capables de vous sortir l'extrait de cadastre. Nous, au niveau de la chambre et au cas par cas, certainement aussi le CNPF peut, pareil, vous donner l'information, mais en fonction des fichiers qu'on a, c'est peut-être plus ou moins à jour par rapport aux fichiers des communes. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser l'outil Cadastre France, qui est en ligne et qui permet de retrouver, en fait, ça fait un peu comme l'outil Géoportail, vous sélectionnez la parcelle qui vous intéresse et vous pouvez demander qui est le propriétaire. Et en fait, le site va envoyer la demande à la mairie. Donc, c'est peut-être plus rapide d'aller directement à la mairie, mais vous avez aussi cette possibilité-là en ligne pour avoir l'information. Je regarde les autres questions. Quel genre de plan de gestion pour une petite parcelle de, par exemple, Trésor? Samuel, si tu veux bien répondre. Alors, simplement, hein, pour ce type de parcelle, évidemment, on ne va pas vous demander d'adhérer à un plan simple de gestion. On se contentera d'un code de bonne pratique sylvicole, à savoir que ce code de bonne pratique sylvicole est en cours d'évolution au niveau du CNPF. Pour ceux qui connaissaient ce document de gestion auparavant, il s'agissait simplement d'un document vous détaillant un peu les grands principes de la sylviculture, un peu des choses de bon sens, hein, et on vous demandait simplement d'indiquer vos parcelles et d'adhérer au document. Aujourd'hui, on part sur un document qui reste gratuit dans l'idée, mais qui se complexifie un petit peu puisqu'on va y adjoindre aujourd'hui un plan de coupe et travaux. Donc, en ce sens, ça demande un peu plus de réflexion, mais disons que ça s'inscrit un peu plus aussi dans le dispositif ESIF, puisqu'on va vous demander derrière d'avoir quand même une idée de la gestion, de ce que vous voulez faire de vos parcelles, de là où vous voulez les mener. Après, bien entendu, tout ça, ça reste quelque chose de volontaire. Si vous indiquez que vous voulez faire une gestion régulière de vos parcelles et que malheureusement, au bout de 4 ans, vous avez une paissière qui se retrouve scolytée, bien entendu, on ne va pas vous en vouloir si vous réalisez une coupe sanitaire et que vous enlevez tout ce qui est atteint. Mais dans l'idée, on vous demande un peu d'avoir des idées de ce que vous souhaitez faire avec vos parcelles. Alors, je rebondis, donc je vois la question. Où trouver les propriétaires si les adresses ne sont pas juste au cadastre et au livre foncier? Alors là, disons que c'est un peu compliqué. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de secret, de solution miracle. C'est de la recherche, hein, tout simplement. En gros, il faut essayer de trouver des héritiers ou des propriétaires avec les documents qu'on peut avoir. Il faut peut-être des fois essayer de passer par les notaires, mais c'est pas, disons théoriquement, c'est pas des informations qui sont communicables, donc c'est compliqué. Autrement, si malheureusement on n'arrive pas à trouver de propriétaires et qu'il n'y a plus de taxes foncières qui sont réglées, on peut essayer de lancer une procédure de bien-vacances en maître. Alors ça, c'est à voir avec les communes, hein, puisque c'est des procédures qui sont assez longues, qui demandent quand même pas mal de travail, et donc on ne va pas lancer ce type de procédure pour une seule parcelle. Mais à savoir que c'est possible. Oui, alors je vais juste répondre à la question. Donc, un voisin de la parcelle en vente peut enchérir contre l'acheteur. Donc, en fait, comme on l'a dit, ce dispositif-là, il n'y a pas tout ce qui est droit de préférence. Donc, le vendeur ne va pas forcément contacter l'ensemble de ses voisins. Enfin, ça va dépendre de comment le vendeur
vendeur va faire les choses. Mais par exemple, s'il y a déjà un couple acheteur-vendeur, après, soit le vendeur a contacté différentes personnes et lui revient avec ces deux acheteurs potentiels. Et là, c'est au vendeur de décider un peu avec qui il va continuer le dispositif ESIF. Là, nous, on n'a pas du tout la main de là-dessus. C'est vraiment le vendeur qui peut choisir l'acheteur qu'il souhaite, avec qui il souhaite aller. Donc ensuite, ça c'est un arrangement entre l'acheteur et le vendeur. J'ai une parcelle moitié champ, moitié forêt. Est-ce que ça rentre dans le dispositif ESIF? Donc là, je vais laisser mes collègues répondre. En fait, tout dépend du devenir de cette parcelle. Si l'idée c'est d'acquérir cette parcelle dans le but d'en faire de la forêt, c'est plutôt oui. En même temps, il faudra bien vérifier que ça respecte, par exemple, la réglementation des boisements, que ce n'est pas une parcelle qui est amenée à être dans une zone interdite ou réglementée au boisement. Mais si l'idée de la personne qui va acquérir est d'en faire de la forêt et que c'est bien dans un domaine plutôt à vocation forestière, en effet, on peut prendre cette parcelle. Une nouvelle question. Alors, prouver des parcelles en vente. Nous, on a, au niveau de la chambre, on a un fichier où on sait qu'il y a des propriétaires qui sont vendeurs parce qu'on a pu les rencontrer ou ils ont contacté cherchant un acheteur et sur le moment, on n'avait peut-être pas quelqu'un à leur proposer. Donc ça, vous pouvez revenir vers nous, chambre, en nous disant, voilà, le secteur où vous êtes déjà propriétaire et où vous souhaitez acheter et donc potentiellement passer par le dispositif ESIF. Ensuite, après, j'imagine qu'il y a d'autres sites d'annonces où vous pouvez trouver des parcelles en vente, mais après ça c'est plus au cas par cas. Et sinon au niveau des affichages de mairie aussi, il peut y avoir certainement des annonces de vente de parcelles. Et voilà, nous on a aussi un peu une base de données là-dessus. Et si vous êtes vraiment dans un objectif de racheter des parcelles autour de chez vous, le mieux en effet c'est de trouver qui sont les propriétaires voisins et de leur demander directement s'ils sont intéressés pour vendre. Et voilà, en proposant aussi ce dispositif qui peut être plus alléchant pour eux aussi. Alors, donc, vous s'adressez pour vendre éventuellement des parcelles. Donc là, pareil, nous, comme dit, on a notre base de données où on peut du coup, au cas par cas, mettre en lien des acheteurs et des vendeurs et voilà, et aussi de fournir qui sont les voisins parce que souvent, c'est quand même plus ces personnes-là qui risquent d'être intéressées pour racheter vos parcelles. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose après, suite à l'intervention de Samuel avant, où on disait par rapport aux propriétaires qui ne sont plus les bons, qui sont inscrits au livre foncier, comment trouver les propriétaires actuels. Ça, typiquement, c'est ce genre de choses, de dossiers qu'on ne pourrait pas prendre parce que pour nous, quand on fait un dossier SIF, il faut que les gens, les propriétaires qui sont inscrits au livre foncier soient les bons propriétaires. Nous, on ne peut pas changer les propriétaires qui sont inscrits au livre foncier. Ça, c'est le notaire qui s'en charge. Donc, si au livre foncier, ce n'est pas les bons propriétaires, on ne peut rien faire malheureusement pour ce dossier. Il faudra que la famille aille voir le notaire pour régulariser. Et aussi, il faut que les personnes qui viennent signer, donc qui sont les propriétaires des parcelles, qu'elles soient là physiquement, qu'elles sachent ce qu'elles font. Voilà, il faut que les personnes qui viennent signer sont capables de tenir un stylo, de savoir ce qu'elles signent et qu'elles puissent être présentes physiquement. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, s'il y a une différence de propriétaire entre le livre foncier, le cadastre et la mairie, quel propriétaire est le bon? C'est celui qui est au livre foncier. Voilà. Enfin, c'est là-dessus que nous, on va bâtir les CIF. Donc, si ce n'est pas le bon, voilà. Donc, comme dit, il faut qu'il aille voir le notaire. Mais c'est le livre foncier qui fait foi. Et ça, si vous avez des doutes, vous pouvez m'appeler moi directement parce qu'effectivement, on a accès au livre foncier, on a les droits pour déposer des requêtes, donc pour faire les mutations de droits. Et donc, moi, personnellement, j'ai accès à toutes ces données. Donc, s'il suffit de vous donner le nom d'un propriétaire, si vous avez la parcelle, la section, la commune, c'est des informations qu'on peut vous fournir sans aucun problème. Non. Oui, par rapport aux taxes foncières, on ne vérifie pas les taxes foncières. Je ne suis pas sûre de comprendre la question concernant les héritiers du terrain. Oui, alors demander au notaire qui est vraiment le vrai propriétaire. Disons que si
si par exemple c'est je sais pas si c'est par exemple la maman d'enfant qui est par exemple une veuve qui a des grands enfants, enfin voilà. Si elle est propriétaire, c'est elle qui signe, c'est elle qui est responsable. Donc, on ne va pas s'occuper des futurs héritages ou des choses un peu, comme on l'a dit, qui n'étaient pas claires. Par contre, si des personnes sont en indivision, on peut très bien réaliser l'acte. Si la division est claire, si chacun peut être trouvé. Par contre, des indivisions à 40, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, on se limite à, je ne sais pas, Audrey, tu as lu 6 ou... En tout cas, il faut que chaque personne puisse signer, voire être représentée par son frère ou sa sœur. Mais comme on dit, vraiment, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on réalise des cas simples. Donc, dès qu'il y a des hypothèques, des indivisions pas claires, des situations non réglées, là, c'est le rôle du notaire. On ne va pas se substituer au notaire dans ce cas-là. C'est vraiment leur travail. C'est vraiment dans les cas simples que l'on peut justement éviter des frais de notaire et régler assez rapidement. On n'a pas parlé des délais. Peut-être qu'on pourrait parler des délais, Audrey. Oui. Entre le moment où il y a eu l'animation via l'animateur et donc l'échange entre l'acheteur, le vendeur et qu'on s'est mis d'accord, et le moment où réellement vous aurez la propriété. Tu en parles? Oui, en général, on compte 3 mois si tout va bien entre le moment où le dossier est déposé et le moment où la mutation des droits est réalisée. Maintenant, après, toujours des variants, des choses qui peuvent faire varier ce délai, mais en général, on compte 3 mois. Sur le livre foncier, la validation par le livre foncier, on attend cette validation, donc elle prend un peu plus ou moins de temps. Mais en moyenne, voilà, maintenant que que les livres fonciers ont vu nos documents, parce que c'est pour ça qu'on avait des communes pilotes, parce qu'on a dû quand même démarcher les livres fonciers, leur expliquer qu'on avait cette possibilité dans le cadre de l'aménagement foncier au niveau de la collectivité européenne d'Alsace. Donc maintenant, c'est clair pour eux. Maintenant, il y a simplement le délai qui est de l'ordre de 3 mois, tout compris. Donc, merci à vous d'être venus. J'espère qu'on aura pu répondre aux questions de certains. Merci aux intervenantes donc Audrey Andever et Emmanuel Planchon de la collectivité européenne d'Alsace, et aussi à Samuel Liel, collègue de la Chambre d'agriculture, d'avoir participé. Et on espère pouvoir faire des dossiers ESIF avec vous si ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et merci. Et une bonne journée, une bonne fin de journée à tous.